L'armée a été l'un des premiers domaines couverts par les archives de Marie à faire l'objet d'une synthèse. Il s'agissait d'un petit livre de Jack Sasson paru en 1969. Bien des années plus tard, la documentation publiée ayant fortement augmenté, j'avais donné ce sujet à étudier à Philippe Abrahami, qui a soutenu sa thèse en 1997. Un recueil de lettres accompagné d'introductions synthétiques fut publié au même moment par Jean-Marie Durand dans la collection La Peau. Il s'agit en l'occurrence de 3 chapitres du volume 17. Les portraits des militaires que nous allons dresser aujourd'hui seront tirés de lettres écrites pendant une période très restreinte, quelques mois à la fin de l'année 10 et dans la première moitié de l'année 11 de Zimri-Lim, donc en 1765-1764, avant l'ère chrétienne. Pour comprendre le cadre des événements, il faut rappeler qu'après la mort de Samsiadou en 1775, une des grandes puissances du Proche-Orient fut pendant quelques années Eshnouna, au débouché de la vallée de la Diyala, dans la plaine alluviale de la Mésopotamie. Or, en l'an 9 de Zimri-Lim, les Élamites venus d'Iran se lancèrent dans une expédition contre Eshnouna et ils obtinrent le concours de troupes mariotes et babyloniennes. Eshnouna tomba au premier mois de l'année 10. L'empereur élamite, qui portait le titre de Soukal, se révéla cependant peu reconnaissant de l'aide reçue. Il s'en prit à Hammurabi et se lança parallèlement dans une expédition qui mena ses troupes jusqu'au cœur de la haute Mésopotamie, à Shubat-Enlil. La ville passa sous le contrôle du général élamite Kunnam. Hammurabi appela Zimri-Lim au secours et les deux rois nouèrent une alliance, jurant de ne pas conclure une paix séparée avec l'Élam. Zimri-Lim envoya plusieurs contingents en Babylonie qu'il plaça sous la direction d'un général nommé Ibal-Piel, à ne pas confondre avec le roi d'Eshnouna qui avait été vaincu quelques mois auparavant. Et donc nous commencerons par dresser le portrait de ce général Ibal-Piel. Nous étudierons ensuite les querelles incessantes qui gâchèrent sa vie et celle des autres officiers du corps expéditionnaire mariote. Et nous verrons finalement comment les Élamites furent vaincus à Riritoum et quelles furent les répercussions de leur défaite dans la vallée du Tigre et jusqu'au cœur de la haute Mésopotamie, où un officier élamite s'offrit de résister jusqu'à la mort. Le militaire par lequel nous allons commencer était donc Ibal-Piel, un chef nomade qui fut placé par Zimri-Lim à la tête des troupes qu'il envoya en Babylonie aider Hammurabi dans sa lutte contre les envahisseurs élamites. Et je dois préciser qu'il y eut 2 envois de soldats mariotes à l'aide de Babylone. Le premier contre l'Élam en l'an 10 de Zimri-Lim et le second contre Larsa en l'an 12. Mais Ibal-Piel ne participa qu'à la première campagne. Il constitue une exception dans notre galerie de portraits parce que c'est un des rares cas où on peut mettre en évidence certains traits de caractère. Outre sa mauvaise humeur, il s'agit de son obsession du secret. Celle-ci se manifesta d'abord dans son attitude par rapport à la divination. Nous avons déjà vu qu'un général était en principe accompagné par au moins un devin. Le général Ibal-Piel en eut 2, Khali-Khadoun et Inib Shamash, et on possède une lettre envoyée par Khali-Khadoun à Zimri-Lim où il l'informa de la manière dont se passait la collaboration entre les 2 devins mariotes et leurs collègues babyloniens. Donc le début a disparu, et la lettre continue. Nous avons envisagé de concert avec les devins d'Hammurabi le salut des villes de Chitulum, Achour, Andarig, Kourda, ainsi que des bords de l'Euphrate, et aussi la non-prise de Shubat-Enlil. Les présages que nous avons obtenus étaient favorables.
les questions posaient donc sur les régions menacées par l'invasion élamite, la vallée du Tigre avec Chitulum et Achour, le sud et le nord du Djebel Sinjar avec Andarig, Kourda au sud et Shubat-Enlil au nord, et puis le royaume de Mari lui-même, désigné comme bord de l'Euphrate, en babylonien Arpurattim. Les devins expliquent ensuite comment s'est déroulée la consultation. Lorsque nous prenons les présages, un devin d'Hammurabi prend les présages avec moi pour une main, et un autre devin d'Hammurabi les prend avec Inib-Shamash pour une deuxième main, et nous comparons nos mains. Qu'est-ce que c'est qu'une main? C'est une consultation qui porte sur une question donnée. Et comme nous l'avons déjà vu, on pose la question, les dieux inscrivent leur réponse sur le foie de l'ovin qui est sacrifié, les devins ouvrent l'animal et lisent ces signes à la surface du foie. Et donc on voit ici que la réponse à chaque question était étudiée par une paire de devins qui était formée d'un mariote et d'un babylonien, et on comprend cette collaboration, il fallait éviter le risque, sinon d'une manipulation, du moins d'une interprétation tendancieuse. On recommença le jour suivant. Le lendemain, Inib-Shamash a pris les présages pour Chitulum et Achour, et moi je les ai pris pour Shubat-Enlil et les bords de l'Euphrate. Nous avons amené les présages que nous avons obtenus par devant Hammurabi. Donc, ici, on voit que, concrètement, les devins apportent les foies des animaux sacrifiés devant le commanditaire de la consultation oraculaire, c'est-à-dire Hammurabi en personne. Et ils pouvaient ainsi montrer les signes écrits par les dieux sur lesquels reposait leur verdict et, éventuellement, les commenter ou répondre aux questions, en l'occurrence celles du roi. Et c'est là que les choses se gâtèrent. Les devins, ses serviteurs, donc ceux de Hammurabi, ne placèrent pas un mot, et son visage resta tourné vers nous. Il nous dit « Parlez !» Nous lui répondîmes ainsi « Tes serviteurs, les devins, sont nos frères aînés, c'est à eux de parler. » Eux de se dresser et de dire « C'est à vous plutôt de parler. » Puisqu'ils ne voulaient pas parler, nous avons dit, en ce qui concerne les villes, toutes celles à propos desquelles nous avons pris les présages, l'ennemi n'atteindra pas Shubat-Enlil, car cette ville de Shubat-Enlil, c'est Zimrilim qui la prendra, l'ennemi, et puis ensuite le texte devient malheureusement lacunaire. On voit donc qu'il y avait une sorte de compétition inversée entre devins babyloniens et devins mariotes, chacun voulant paraître plus humble que l'autre, mais la lettre ne dit pas pourquoi les devins babyloniens se dérobèrent ainsi. L'affaire n'en resta pas là. Le général Ibabilel voulut informer directement Zimrilim de ce qui s'était passé, et sa lettre est très révélatrice. « Dis à mon seigneur, ainsi pas Ibalpiel ton serviteur, Hammurabi a envoyé à ses devins les serviteurs de mon seigneur, Khaliradoun et Inib-Shamash. Avec eux deux, donc les devins mariotes, ils ont formulé les oracles pour le salut des bords de l'Euphrate, de Kourda, d'Andarig, de Chitulum, d'Ekallatum, d'Achour et de Shubat-Enlil. Donc vous voyez une liste qui est quasiment identique à celle que nous avons vue dans le texte précédent, donc on est sûr qu'il s'agit de la même consultation. Or, après qu'eux eurent pris les oracles, les questionnant, je dis à Khaliradoun et Inib-Shamash ceci, et puis il y a une lacune malheureusement, et quand la tablette reprend, on est sans doute à la fin d'un dialogue entre Hammurabi et les deux devins mariotes. Nous avons formulé notre oracle. Nous avons dit « Tu as fait ainsi sans mode de terre ?» Lui nous a répondu « Nous faisons ainsi, nous faisons prendre les présages sans avoir recours à une mode de terre. Voilà ce qu'il nous a dit. » Voilà ce que Khaliradoun et Inib-Shamash m'ont dit. Donc vous avez là encore un discours. À l'intérieur du discours, Inib-Shamash rapporte à Zimrilim ce que Khaliradoun et Inib-Shamash lui ont dit, et cela contient un dialogue avec Hammurabi. Et ce passage est très intéressant parce qu'il nous montre qu'il existait des différences régionales dans la façon de prendre les présages. Dans le royaume de Mari, les devins, en principe, lorsqu'ils prennent les présages pour une ville, ils doivent être sur place
Et sinon, ils doivent utiliser un substitut, c'est-à-dire une motte de terre qu'on fait venir très concrètement de la ville en question, selon le principe de la partie pour le tout. Mais les devins babyloniens ne travaillaient pas avec de tels substituts, c'est ce qu'on apprend dans ce document. Et Ibalpiel, après avoir reproduit ce dialogue, poursuit sa lettre ainsi: « J'ai fait prendre les présages jusqu'à la fin de ce mois pour le salut de l'armée de mon Seigneur et celui de, puis il y a une petite lacune, voilà ma question, l'armée doit-elle changer d'emplacement à 2 ou 3 doubles lieues, vers l'amont ou vers l'aval? Les présages sont favorables. » Mais l'affaire se compliqua en raison de l'identité de militaires qui, à côté d'Hammurabi, avaient entendu les conclusions des devins. C'est ce que révèle une autre lettre d'Ibalpiel. Les serviteurs d'Ishmedagan, à savoir Isharlim, Muturatkim et Rimadou, ont évincé les seigneurs du pays et sont devenus, eux, les seigneurs du conseil d'Hammurabi. Ils ne passent jamais outre leur avis. Nous connaissons ces 3 hommes. Isharlim, Muturatkim et Rimadou, ce sont des généraux au service du roi d'Ekallatum, Ishmedagan. À ce moment précis de l'histoire, Ishmedagan faisait partie de la coalition anti-élamite, et donc Zimrilim et lui étaient de facto devenus alliés. Mais Ibalpiel n'oubliait pas que, dans les années précédentes, Ishmedagan avait compté au nombre des ennemis de Mari, d'où sa crainte qu'il exprima ainsi. Lorsque Khaliradoun et Inib-Shamash, 1 ou 2 fois, eurent pris les oracles et qu'ils rapportèrent les oracles, Isharlim, Muturatkim et Rimadou ne se sont pas écartés. Étant présents, ils entendent à chaque fois la teneur des oracles. À part le secret des devins, quel autre secret y a-t-il? Alors que ses propres serviteurs, c'est-à-dire les dignitaires babyloniens, n'entendent point le secret des devins, eux l'entendent. Puis il y a un passage un petit peu cassé, et ça se termine par cette indication: ces gens et Ishmedagan vont instaurer la brouille entre Hammurabi et Monseigneur. Et donc, vous voyez l'obsession d'Ibalpiel pour le secret. Il redoutait que la présence de ces 3 généraux écalatéens n'entraînât rapidement des troubles diplomatiques, et c'est ce qui a fini par advenir, mais au-delà de la tranche chronologique que nous allons étudier aujourd'hui. Ça montre en tout cas que ces craintes n'étaient pas sans fondement. Le caractère précautionneux d'Ibalpiel, et il s'agit d'un euphémisme, transparaît également dans sa crainte que des informations confidentielles puissent circuler. Ces lettres sont remplies d'expressions comme « voilà ce que j'ai craint » ou encore de discours intérieurs, aussi bien ceux qu'il se tient à lui-même que ceux qu'il prête à autrui. Et de ce point de vue, le dossier est tout à fait remarquable. Je ne reviendrai pas sur la lettre que nous avons déjà vue dans le cours concernant le secrétaire de Zimrilim. Ibalpiel y demandait à Shunoucharalou l'envoi d'une liste de personnes devant qui il pourrait se faire lire le courrier envoyé par le roi. Nous étions déjà dans le contexte de cette campagne en Babylonie. Mais il se trouve parmi les lettres inédites d'Ibalpiel que je dois publier un texte encore plus étonnant que je vais vous citer assez longuement. Et donc l'affaire se passe à Babylone. Précédemment, lorsqu'Hammurabi m'a appris des nouvelles d'Isharlim, petite cassure, et que j'ai fait siéger Khaliradoun et Sharum-Sululi pour avoir leur témoignage de l'affaire, je leur ai appris ces nouvelles et je les ai renvoyées à leur bouche en me disant « ce sont des gentlemen, il ne faudrait pas que tôt ou tard ils se défilent en disant « nous ne t'avons pas parlé, voilà ce que j'ai craint ». C'est pourquoi j'ai fait écouter cette information par Khaliradoun et Sharum-Sululi pour avoir éventuellement leur témoignage de l'affaire. Et donc, on a ici une remarquable imbrication d'un discours prêté à autrui à l'intérieur d'un monologue intérieur, à une époque où les linguistes ne s'attendent pas à trouver une telle sophistication dans l'expression écrite. Ibalpiel poursuit. À présent,
Monseigneur a écrit à Hammurabi en ces termes. « Lorsque tu interrogeras Dame Rimchatoum pour l'affaire que je t'ai écrite, qu'aucun de tes serviteurs ne soit présent, pas même ton vizir, ni ton secrétaire ne doivent être présents. » Voilà ce que Monseigneur a écrit à Hammurabi. Et Monseigneur m'a fait porter une copie de cette tablette. J'ai écouté la tablette de Monseigneur et j'ai eu peur en me disant « Khali Radoun et Sharum Tsululi ont entendu parler de cette affaire. Il ne faudrait pas que l'histoire s'ébruite. Voilà ce que j'ai craint, que Monseigneur le sache. » Quant au fait que Monseigneur avait écrit à Hammurabi en ces termes « Que ton vizir et ton secrétaire n'entendent pas lecture de cette tablette. » Cette tablette-là de Monseigneur, ça n'est pas ce scribe qui la lui a lue. Il a entendu la tablette que Monseigneur lui a fait porter et il m'a écrit « Je suis allé à Babylone. » Quand je suis arrivé, il, c'est-à-dire toujours Hammurabi, a donné des instructions à Ikun Pissin et Belum Kimailim pour leur mission chez Monseigneur. Mais il n'a rien révélé de cette affaire. Donc cette fois, on a l'impression que c'est Zimrilim qui a imposé le secret et il a été tellement bien gardé que nous ne savons rien de cette affaire. La femme ici nommée Rimchatoum est par ailleurs inconnue de nos sources. On voit seulement, par le début, que cette affaire concerne Isharlim, donc le général d'Ishmedagan que nous avons déjà rencontré. Zimrilim souhaitait donc un face-à-face entre Hammurabi et Rimchatoum sans aucun témoin. Et la lettre d'Ibalpiel se poursuit ainsi. Le lendemain, nous sommes entrés et il a ajouté des instructions à Ikun Pissin. Après qu'il ait donné ces instructions, nous sommes sortis. On nous a barré la route et on nous a fait revenir. Moi, Ikun Pissin et Belum Kimailim. Je me suis dit, pour quelle raison nous mettons tous les trois de côté et nous fait-on revenir? Peut-être veut-il parler de l'affaire d'Isharlim? Voilà ce que je me suis imaginé. Encore un bel exemple de discours intérieur retranscrit. Et ensuite, on voit Ibalpiel qui s'adresse au ministre des Affaires étrangères d'Hammurabi. J'ai parlé à Sin-Bel-Aplim en ces termes. Il ne faudrait pas que Monseigneur, c'est-à-dire Hammurabi, parle devant ses propres serviteurs des tablettes qui sont arrivées de chez Monseigneur. Ici, c'est Zimrilim dont il est question. Voilà ce que j'ai dit à Sin-Bel-Aplim. Lui de me dire « Monseigneur ne dira rien de l'affaire des tablettes, c'est une autre affaire qui est secrète. » Une fois qu'il aura parlé de cette affaire secrète à Ikun Pissin et Belum Kimailim, Monseigneur te parlera à toi seul de l'affaire des tablettes. Voilà ce qu'il a répondu. Nous sommes donc revenus. Il, donc Hammurabi, a donné des instructions à Ikun Pissin et Belum Kimailim. Donc on ne sait pas quelles sont ces instructions, puisque là encore, c'était quelque chose de secret. Et Ibalpiel continue son récit. Après qu'il, c'est-à-dire Hammurabi, eut complété ses instructions, j'ai été retenu, moi et lui. Ni son vizir, ni son secrétaire particulier n'étaient présents, moi et lui, et un serviteur sourd qui se tenait à son service. Alors la mention du serviteur sourd est intéressante. Nous sommes ici à Babylone, mais la coutume était identique à Mari. Il y avait plusieurs sourds au service de Zimrilim, désignés comme Sukukum. Pas de crainte que ces gens aient pu trahir des secrets qu'ils ne pouvaient pas entendre. Ibalpiel était donc en tête-à-tête avec Hammurabi, si on ne tient pas compte du serviteur sourd, et le diable veille, malheureusement, c'est à cet endroit-là que la tablette se casse et il est très difficile de comprendre le dialogue entre Ibalpiel et Hammurabi. M'étant approché de lui, je l'entrepris en ces termes: « Toi et Monseigneur, vous craignez une seule chose. Pour les habitants de, et puis il y a une cassure, Babylone et Mari, tour de siège, et puis ensuite ça devient très mutilé. Et vers la fin de la cassure, il y a une déclaration d'Hammurabi dont on possède la fin, et donc c'est Hammurabi qui parle. « Mes dispositions sont prises, je me protège moi-même, nous, à ce rapport, et que ton Seigneur là-bas prenne ses dispositions et qu'il se protège. »
Alors cette protection, on peut l'entendre de deux façons, soit la protection de l'ensemble du royaume, soit la protection même de la personne royale, et on se demande si Hammurabi ne songe pas au fait que les Élamites auraient pu soudoyer quelqu'un de son entourage ou de celle du roi de Mari et tenter de mettre fin à la vie d'un des deux rois. Difficile de trancher. Le discours d'Hammurabi à Ibalpiel se poursuit. Et toi, de même qu'à présent, tu ne lui dissimules pas une affaire, donc à Zimrilim, qui se trouve dans la bouche du grand et du petit, façon de dire de n'importe qui, et que quelqu'un apprend et te raconte, fais écrire sur une tablette ce qui peut faire l'objet d'une tablette, que le scribe qui est à ton service m'apporte ta tablette et qu'il me la fasse écouter. Sinon, si l'affaire dont tu entends parler ne peut être mise par écrit, de même que tu viens chez moi pour une entrevue, viens et rapporte à moi en personne l'affaire dont tu entends parler. Il m'a déclaré cela et bien d'autres choses. Voilà un passage qui est riche d'enseignements. Il montre d'abord qu'Ibalpiel n'écrivait pas lui-même ses lettres, mais avait recours au service d'un scribe, et il faut admettre que celui-ci était particulièrement doué, même s'il écrivait directement sous la dictée. Ces lettres, on l'a vu, sont très sophistiquées, et c'est ce scribe qui devra lire en personne à Hammurabi le contenu de la lettre qu'il a éventuellement écrite pour le compte d'Ibalpiel. Et donc le secrétaire de Hammurabi ne sera de cette façon pas au courant. Encore une façon de limiter le cercle des personnes susceptibles de trahir un secret. Alors, on voit l'exigence d'Hammurabi qui réclame d'être informé par Ibalpiel tout autant que Zimrilim, et comme il connaissait son interlocuteur et son souci du secret, il l'assure que si une affaire est trop délicate pour être mise par écrit, eh bien sa porte lui sera toujours ouverte pour une discussion orale. Au total, vous voyez que nous avons ici, si je puis dire, 3 portraits pour le prix d'un, et il est difficile de départager Hammurabi, Zimrilim et Ibalpiel pour le livre mondial des records en matière de paranoïa. On connaît, durant la Seconde Guerre mondiale, la difficile collaboration entre les généraux Patton et Montgomery. Eh bien, les archives de Mari nous offrent un exemple de ce genre, plus ancien, d'environ 4000 ans. Le corps expéditionnaire envoyé par Zimrilim en Babylonie aider Hammurabi dans sa résistance face aux Élamites avait en effet, nous l'avons vu, été placé sous le commandement d'Ibalpiel. Mais celui-ci se fâcha avec un autre général nommé Zimriadou. Nous avons brièvement rencontré ce dernier dans le district de Katunan, à côté du gouverneur Ilushunatsir, et sa cohabitation avec Ibalpiel en Babylonie se révéla très problématique. On ne possède qu'une seule lettre d'Ibalpiel à ce sujet. Elle commence par rassurer le roi de Mari sur la qualité de sa relation avec Hammurabi de Babylone, même tonalité que la lettre que nous venons de lire, et puis il y a une cassure d'une dizaine de lignes, et la lettre reprend ensuite ainsi. « J'ai chevauché à leur poursuite, et j'ai fait revenir la troupe sans son butin. » Donc il s'agit de la troupe des soldats mariotes. Zimriadou était parfaitement au courant que ces hommes avaient fait plusieurs actes de pillage, mais il avait très peur de ce que dirait l'armée. « Monseigneur sait bien qu'un seul homme peut retourner le discours de la majorité. » À présent, Monseigneur doit envoyer un message à Zimriadou. Le confirme-t-il dans ses fonctions ou l'en démet-il? Moi-même, devrais-je laisser s'installer des intrigues palatiales comme cela se passe aujourd'hui? Devrais-je en outre, lorsque je voudrais engager le combat, justifier ce qui relève de mon expérience, les plans de combat? Sinon, c'est-à-dire s'il n'est pas démis, cet homme va faire tenir à l'armée des propos séditieux à mon encontre et je n'aurai pas les moyens suffisants pour assurer la sécurité nécessaire. Je viens d'écrire à Monseigneur, il en est informé, cet individu me cause de grands tracas et pour autant que j'ai pu le voir, l'armée a déjà été amenée à tenir des discours séditieux à mon encontre. Et puis à la fin, cette formule obligée, l'armée de Monseigneur va bien.
Et donc vous voyez que Ibalpiel se livre ici à une dénonciation très grave, puisqu'il accuse Zimriadou d'avoir couvert des actes illégaux, c'est-à-dire des pillages opérés par les troupes mariotes, selon toute vraisemblance, en territoire babylonien, et Zimriadou est soupçonné d'avoir eu peur de la réaction des soldats, et Ibalpiel estime qu'en agissant ainsi, il sape le fondement même de l'autorité du commandement. Les autres officiers en avaient manifestement plus qu'assez de ces disputes. C'est ce que montre cette lettre de l'un d'entre eux, nommé Sharum Tsululi. J'ai écrit précédemment à Monseigneur au sujet de Zimriadou en ces termes. Zimriadou se dispute avec Ibalpiel, et le pays où notre Seigneur nous a envoyés, ce pays, donc la Babylonie, peut le constater. Ce ne sont que discussions et injures. Je crains que le palais ne finisse par apprendre que chacun d'eux passe son temps à réclamer la tête de l'autre. Il y a surtout une chose inconvenante qui est dite, à savoir que, et puis malheureusement, on a le début d'une lacune, et le texte reprend ensuite. Sharum Tsululi cite un reproche qu'il craint de recevoir de la part de Zimrilim. Ou bien il n'y a pas de général. Je t'ai envoyé avec le statut de général. Ne t'ai-je pas envoyé pour voir et examiner l'affaire comme mes propres yeux? Donc on a le sentiment que Zimrilim a envoyé Sharum Tsululi pour calmer le jeu, si je puis dire, entre Ibalpiel et Zimriadou. Et Sharum Tsululi continue « Si mon Seigneur me parle ainsi, pourrais-je me sortir honorablement aux yeux de mon Seigneur ?» Messire Ibalpiel ne cesse de faire la leçon au chef de section en ces termes. « Pourquoi laissez-vous partir des hommes éprouvés et faites-vous en échange revenir des novices? Eh bien maintenant, à l'insu de mon Seigneur, je vous ferai mourir de faim, faute de pain. » Comme Ibalpiel dit cela au chef de section, les chefs aux sections au courant de cette histoire de pain sont allés et ils rapportent ces choses inconvenantes à Zimriadou. Jusqu'à présent, Zimriadou n'a pas tranché l'affaire des chefs de section. Et puis là, ça commence à se gâter, après que les chefs de section, et qu'ils se soient disputés avec Ibalpiel, et formule obligée à la fin, les serviteurs de Monseigneur vont bien, que le cœur de Monseigneur ne s'inquiète nullement. Alors, on voit qu'Ibalpiel a réprimandé, et peut-être à raison, ses subordonnés, mais il a agité une menace extrêmement dangereuse, couper les vivres. Et ça, en général, c'est quelque chose qui passe mal. Et donc les autres sous-officiers sont aussitôt allés se plaindre à Zimriadou. Sharum Tsululi ne connaissait pas la réaction de celui-ci, mais vu la tension qui régnait dans le commandement, il choisit d'avertir tout de suite le roi de ce énième incident. Et je vais terminer cette section par une très longue lettre, une des plus longues du corpus épistolaire de Marie, puisqu'elle compte 108 lignes sur une grande largeur. Je me rappelle encore le plaisir très vif que j'ai eu à compléter par 2 fragments jointifs le beau morceau que Maurice Biraud devait publier dans ARM 27, et le registre où nous enregistrions ces raccords montre que ceux-là ont été réalisés en octobre 1985 à une semaine d'écart. C'est une plainte à n'en plus finir, dans laquelle Zimriadou dénonce le comportement d'Ibalpiel à son égard. Il accuse ce dernier de vouloir être l'unique chef du corps expéditionnaire mariote et de lui pourrir la vie. Le problème est que, dans son émotion, Zimriadou n'est pas toujours clair, il opère sans cesse des retours en arrière, et puis on a, malgré les joints, quelques cassures, et enfin, quelques mots de vocabulaire dont le sens n'est pas assuré. On va essayer, malgré tout, de comprendre de quoi il est question. Première affaire, elle eut lieu après le départ, lorsque Bardilim, le gouverneur de Marie, que vous connaissez bien maintenant, passa en revue les troupes à Hanat, une île du Souroum, où nous avons déjà vu le passage des armées lorsque nous avons parlé du devin Éripsine. Voici ce qu'écrit Zimriadou. Une lettre de Bardilim, le gouverneur, c'est la seule occurrence, vous vous rappelez, où Bardilim est qualifié de chapitoum. Une lettre de Bardilim, le gouverneur, m'est parvenue en ces termes.
Pourquoi, depuis votre départ, n'as-tu pas inspecté les troupes et ne m'as-tu pas fait porter la liste des absents? Voilà ce que Bardilim m'a écrit. Quand notre Seigneur nous eut confié notre mission et nous eut envoyés en campagne, à notre arrivée à Hanat, Bardilim a inspecté les troupes. Puis Ibalpiel a scellé de son sceau les tablettes des troupes. Je me suis alors levé et en présence de Bardilim et d'autres serviteurs de mon Seigneur, j'ai interpellé Ibalpiel en ces termes. Depuis toujours, le général ne scelle-t-il pas les tablettes de ses troupes? Même Laoum, le scribe de l'armée, a scellé les tablettes. Ne me fait-on donc pas confiance, la même confiance qu'à un scribe de l'armée? Puisque vous ne reconnaissez pas mon autorité, il faut au moins que je prenne les tablettes nominatives. Donc toi, continue à détenir la tablette récapitulative, et selon la teneur de la tablette récapitulative que tu détiens, je te donnerai réponse au sujet des troupes que tu inspecteras, c'est-à-dire je te dirai qui est présent et qui est absent. Voilà ce que je lui ai dit en présence de Bardilim et des autres serviteurs de mon Seigneur, mais il a refusé, c'est lui qui a scellé les tablettes. Donc la lettre, vous voyez, aborde un problème hiérarchique crucial. Qui pouvait sceller les tablettes donnant la liste nominative des soldats présents? Ces documents étaient très importants puisqu'ils permettaient de déterminer qui était déserteur ou éventuellement mort, et donc ils servaient aussi à l'attribution des rations, potentiellement, donc éventuellement au détournement de vivres. Et Zimri Adou se plaint du peu de considération que lui montre Ibalpiel, puisque celui-ci lui refuse un geste administratif qui est autorisé à son secrétaire Laoum. Suit la réponse d'Ibalpiel à Zimri Adou et les explications de ce dernier. À nouveau, il m'a dit aussitôt « Mais toi, qui t'a élevé au-dessus du rang d'un chef de section pour que tu tiennes ces propos ? Quand Sakiroum est arrivé à Babylone, avant nous, avec les troupes souréennes, il était lui-même, pour ses troupes, porteur de tablettes non scellées. Quand Bardiadou est venu après nous, avec les Bédouins, il apportait lui aussi ses tablettes non scellées. À présent, Yantinérar est arrivé avec un deuxième contingent de troupes, et de la même façon, il était lui aussi porteur de tablettes non scellées. Ce sont donc seulement mes propres tablettes qu'Ibalpiel a scellées. Comment se fait-il que je sois le seul parmi eux dont l'autorité n'ait pas été reconnue? Alors le passage est très précieux parce qu'il nous permet de voir que l'aide envoyée par Zimrilim à Hammurabi pour lutter contre les Élamites est arrivée en Babylonie en plusieurs vagues. Il y a d'abord eu un premier contingent venu du Souroum, la région la plus proche, avec un certain Sakiroum à sa tête. Le gros des troupes dirigées par Ibalpiel, comprenant le contingent dirigé par Zimri Adou qui arrive en deuxième lieu, et puis finalement on a deux contingents de Bédouins, l'un qui est dirigé par Bardi Adou et l'autre par Yantin Erar. Et Zimri Adou poursuit ainsi. Quant au fait que jusqu'à présent, la liste des absents n'a pas été envoyée à mon Seigneur, voici ce qui s'est passé. Le lendemain de notre entrée à Babylone, il, c'est-à-dire Ibalpiel, a inspecté les troupes et constaté que beaucoup de soldats étaient absents. Mais il a gardé pour lui la liste des absents. Alors qu'il aurait dû à ce moment faire porter cette liste chez Monseigneur. Il a dû se dire en lui-même, là encore, discours prêté à autrui, si j'envoie au roi la liste des absents, je me ferai mal voir des troupes. Jusqu'à l'arrivée de la lettre de Bardilim, j'ignorais que la liste des absents n'avait pas été envoyée. Quand je l'ai appris, j'ai dit à Ibalpiel, petite cassure, tu as inspecté les troupes et beaucoup d'hommes étaient absents. Pourquoi n'as-tu pas encore envoyé au roi la liste des absents? Voilà ce que je lui ai dit et il a gardé le silence. Et donc Zimri Adou se vante auprès du roi de Mari d'avoir, si je puis dire, cloué le bec à Ibalpiel en le mettant en face d'un grave manquement à la procédure dans l'unique but de se faire bien voir des soldats. Zimri Adou continue. J'ai appris par devers moi qu'Ibalpiel aurait dit ceci. Concernant le fait que je n'ai pas envoyé au roi la liste des absents, Zimri Adou ne cesse d'écrire au roi des choses inadmissibles. Il faut que j'envoie la liste des absents. Voilà ce qu'il se raconte avec Ibalpiel, et cet homme tient des propos inadmissibles.
Constamment, on lui a dit « Ne t'es-tu pas empressé d'écrire à ton Seigneur du mal de Zimriadou, et même de récidiver? Et ton Seigneur ne t'écoutera-t-il pas une seule fois ?» Et lui, il leur a répondu « Zimriadou se prend toujours pour un général. Que je sois maudit si je n'ai pas écrit du mal de lui à mon Seigneur, et si je ne l'ai pas discrédité dans l'assemblée des soldats. Et tant que je serai en vie, je n'aurai de cesse que je ne le fasse nommer d'écurion. » Voilà ce qu'il leur raconte. Ainsi, cet homme ne cesse de lancer contre moi méchanceté et injures. Donc la querelle tourne au vinaigre, et Zimriadou a eu vent des menaces d'Ibalpiel à son égard, faire en sorte que, de général, il soit rétrogradé tout en bas de la hiérarchie comme responsable d'un groupe de 10 hommes, alors qu'un général avait à peu près 300 hommes sous ses ordres, quelquefois même plus. Zimriadou continue. Quand il, c'est-à-dire Ibalpiel, a inspecté les gens du port, nouvelles recrues et vétérans, il a donné ses instructions à Sharum Tsoulouli et à son commis, le scribe, et pour ce qui est de ses troupes, et alors que Yann Tinérar était présent, à moi-même, ils n'ont pas parlé. Il n'a pas chargé Yann Tinérar de l'inspection des troupes, ma compétence n'a pas été reconnue par Sharum Tsoulouli ni par son commis. Quand le deuxième contingent était arrivé avec Yann Tinérar, les Bédouins sont entrés dans, et puis une cassure, leurs chefs de section et sous-officiers se sont présentés à l'aube à la porte de Bardiadou. Il a alors mis de côté pour lui-même les troupes du bord de l'Euphrate et il les a installées en disant « c'est moi qui suis leur général ». Auparavant, les hommes de la porte du palais, et en outre, il avait choisi 5 sections de troupes régulières, servaient sous ses ordres. À présent, il a renvoyé les troupes régulières en disant « ce sont seulement les hommes de la porte du palais et les troupes de Yann Tinérar qui serviront sous mes ordres ». Je lui ai dit « pourquoi sépares-tu en deux les troupes du bord de l'Euphrate ? De même que les Bédouins sont entrés chez d'autres Bédouins, il faut que ceux-là aussi entrent chez leurs frères, et donc choisis comme il convient les hommes qui servent sous tes ordres. » Voilà ce que je lui ai dit, mais il a refusé et il les a installés à son service. Alors, le passage est un petit peu ambigu, alambiqué, mais il est intéressant pour la répartition des troupes en fonction de leur origine, sédentaire ou pas. Et vous voyez ici Zimriadou qui distingue entre les troupes des bords de l'Euphrate, c'est-à-dire la vallée même, les districts de Mari, Terkas, Sagaratoum, des gens qui sont sédentaires, et puis par ailleurs, il y a les Bédouins donc, qui nomadisent dans la région qui est au nord du royaume, essentiellement dans le triangle du Rabour, et Zimriadou estime que ces troupes ne doivent pas être mélangées, contrairement à ce qu'a fait Ibalpiel. On a ensuite des passages assez mutilés, et je reprends la lecture à la ligne 85. Un Bédouin du clan de Nahan, qui, monté au pays de Choubartou, est arrivé à l'improviste, dénué de tout, de chez l'ennemi. L'ont maltraité à 6 parts, mais ses frères l'ont reconnu et l'ont pris sous leur garde, quelque chose comme ça. Alors, avec Adounatsir, Yann Tinérar, le devin Inib Shamash et les serviteurs qui sont à mon service, nous avons délibéré. J'ai envoyé un chef de section, ainsi que son frère, et je l'ai chargé de ce message auprès de Laoum, « Prends la défense de cet homme ». On lui a dit qu'il avait pris sa défense, et le chef de section que j'avais envoyé avec le frère du Bédouin, il lui a lié les mains derrière le dos et il l'a laissé entièrement dépouillé. Donc là encore, la lettre n'est pas facile à comprendre, mais l'affaire concerne un Bédouin, donc un sujet de Zimrilim, et il semble bien que celui-ci avait été enrôlé de force par les Élamites. On a d'autres cas de ce genre qui sont connus. Cet homme réussit à s'échapper, mais il eut du mal à faire reconnaître son identité par les Babyloniens, et donc Zimriadou envoie à son secours le frère du soldat, ainsi qu'un chef de section, mais Ibalpiel continue manifestement de traiter le fugitif en ennemi et s'en prie aux envoyés de Zimriadou. La lettre continue, on arrive près de la fin. Les troupes sont mécontentes. Aussi, moi et ceux avec qui j'avais délibéré pour envoyer ce chef de section, nous avons proposé, mais il a refusé.
Alors j'ai moi-même juré par mon Seigneur en disant « Je jure que je n'ai pas envoyé cet homme par intérêt. En vérité, je l'ai envoyé pour défendre la cause d'un serviteur de mon Seigneur, le fameux Bédouin. » À force de dire « Ne libérez pas les commis de Zimriadou », de battre le chef de section que j'avais chargé de défendre la cause d'un Simalite, de lui lier les mains derrière le dos, de mettre à l'écart les forces armées, de proférer des plaintes en disant « Quoi, tu écouterais vraiment les paroles de Zimriadou ?» C'est ainsi qu'il m'a dénoncé dans l'assemblée des troupes. Tous l'ont ressenti. Personne ne s'approche plus de moi, et quand je sors, personne ne sort plus avec moi. Dans mon dénuement, j'erre comme un maudit, et tout le monde murmure « Peut-être Zimriadou n'a-t-il plus le titre de général? À quel titre est-il allé en campagne ? Monseigneur ne savait-il donc pas déjà combien ma vie est pénible avec lui ?» Toujours Ibalpiel, car cet homme m'a tout à fait mis à l'écart. Donc vous voyez que Zimriadou se plaint que le général Ibalpiel a réussi à faire de lui une sorte de pestiféré, et on remarque à la fin de la lettre un élément de rhétorique connu par ailleurs. Dans mon dénuement, j'erre comme un maudit. On retrouve cela notamment dans la lettre bilingue d'un scribe, et il s'agit de ce qu'on appelle le motif littéraire du juste souffrant, qui a été étudié notamment par Nele Ziegler il y a quelques années. Toutes ces disputes sont bien intéressantes à étudier, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Les troupes de Zimrilim avaient été envoyées en Babylonie pour aider Hammurabi à résister face aux envahisseurs élamites. Le point névralgique du conflit se situa dans une ville qui s'appelle Riritum. Sa localisation a fait l'objet de discussions. Piotr Steinkeller avait pensé qu'elle était située au sud de Sippar, et il avait été suivi par Denis Lacambre, mais ça pose un problème de logique militaire. Steve Coll et Hermann Gasch ont démontré que Riritum était en fait au nord de Sippar, ce qui fait davantage sens, mais le site d'Abou Koubour, où ils ont proposé de localiser Riritum sans argument décisif, me paraît trop à l'ouest. Le point crucial à observer, c'est que les Élamites voulurent s'emparer de Riritum pour s'implanter solidement sur la rive droite, donc occidentale, du Tigre. Et Riritum semble avoir constitué un point névralgique dans la défense du royaume de Babylone face à une menace venue de l'Est. Et on peut rappeler à cet égard qu'un millénaire plus tard, sous Assurbanipal, il y a eu à cet endroit-là une bataille décisive qui s'est passée. Et si on revient en 1764, eh bien, les Élamites, venus donc d'Eshnouna, ayant traversé le Tigre, assiégèrent cette ville de Riritum. Nous n'avons pas de représentation figurée de ce siège, mais je voudrais vous montrer un bas-relief extraordinaire qui a été découvert au printemps 2016 en Turquie du nord-est, près de la ville d'Elazığ, sur un site qui s'appelle Harput et qui est à peu près contemporain du siège de Riritum. Sur cette dalle de pierre qui mesure 2,72 m de haut sur 2,42 m de large et qui pèse plus de 2 tonnes, on voit notamment une ville assiégée avec les défenseurs qui tirent des balles de fronde contre des assiégeants qui s'approchent en haut d'une tour de siège. De nombreux détails de ce relief correspondent à ce que nous décrivent les textes de Marie en matière de polyurcétique, et Nele Ziegler et moi-même venons de finir une étude à ce sujet. Le plus souvent, les assiégeants construisaient une rampe qui permettait à leur tour de siège d'atteindre le niveau du haut des remparts. Une lettre d'Ibalpiel raconte la manière dont les Élamites échouèrent dans leur tentative de construire une telle rampe face à la muraille de Riritum. « Dis à mon Seigneur, ainsi parle Ibalpiel, ton serviteur. » Donc, il n'entretient pas seulement le roi de ses querelles avec ses collègues, il parle aussi des opérations sur le terrain. L'ennemi, on ne nomme jamais l'ennemi dans ces lettres, mais c'est sûr qu'il s'agit des Élamites. L'ennemi, ayant vu que les dispositions étaient prises dans la ville de Riritum,
essaya à 2 reprises de construire une rampe, mais la troupe de Monseigneur s'opposa à lui et ne le lui permit pas. Comme ils ne pouvaient pas construire la rampe et que leur terre meuble, du fait des conduites Amroumoum que nous-mêmes et les serviteurs de Hammurabi, nous avions largement ouvertes face à la rampe qu'ils construisaient et que nous avions réussi à transporter leur terre meuble vers le fleuve, l'ennemi, voyant que l'on empêchait d'entasser la terre meuble, et puis malheureusement, il y a une lacune, et ici, il s'agit d'une mention très rare, d'une technique très astucieuse, divertir l'eau qui se trouve dans une ville pour disperser la terre que l'ennemi entasse pour construire une rampe. La fin de la lettre revient sur ce siège. Autre chose, les serviteurs de Monseigneur, autant qu'on en a envoyé pour faire face aux tentatives de construction d'une rampe, sont saufs, il n'y a pas eu de mort. La question était dès lors de savoir qu'est-ce que les Élamites allaient pouvoir faire après un tel échec, puisqu'ils ne peuvent pas s'emparer de Riritoum. Et Ibalpiel indique dans sa lettre « Je fis s'équiper une centaine d'hommes et j'envoyai un isolé au-devant de l'armée. Je m'assurai de la région qui va de Shah jusqu'à Kakulatoum, lui disant « Il ne faudrait pas qu'il y ait une invasion de 10 000 hommes, ou qu'il expédie une troupe de 10 000 hommes et qu'il n'instaure une rébellion dans le Souchoum. Si jamais vous voyez des traces de pas, écris à Meptoum pour qu'il puisse prendre ses dispositions, et écris-le à moi-même, afin qu'ici je puisse prendre les miennes. Voilà la mission que je donnais à l'isolé. » Donc, Ibalpiel craignait que les Élamites, n'ayant pu s'emparer de Riritoum, ne rejoignent la vallée de l'Euphrate en occupant la région du Souchoum et éventuellement, au-delà, menaçant Mari. Mais le danger pouvait aussi concerner la vallée du Tigre. D'autre part, je fis s'équiper 30 personnes du Souchoum et je les expédiai avec Yakimlim, le Souréen, à Kakulatoum, en leur disant « Si l'ennemi passe, venant de Kakulatoum, se dirigeant vers l'Amon, marche parallèlement à lui et écrit à Monseigneur ainsi qu'à moi-même. Voilà les indications que je lui donnai, puis je l'expédiai. Je me suis assuré de toute la limite stépique afin que Monseigneur fût à même de prendre ses dispositions. » Donc la limite stépique, c'est un arc qui va depuis la vallée de l'Euphrate jusqu'à la vallée du Tigre. Et nous savons que Kakulatoum, qui s'appelle parfois aussi Kar Kakulatim, était une localité sur le Tigre à la hauteur de l'actuel Bagdad. Et en préparant ce cours, je me suis tout à coup posé la question de savoir s'il ne pourrait pas s'agir du nom antique de Tel Mohammed, qui est maintenant à l'intérieur du Grand Bagdad, ce qui n'a pas encore été envisagé. Une mission sous la direction de Nicolas Lanéry y a récemment repris des fouilles. Quoi qu'il en soit, les Élamites vaincus sous les murs de Riritoum, prirent effectivement la route de Kakulatoum. Donc ils ont choisi de remonter la vallée du Tigre. Assoiffés de vengeance, ils semèrent sur leur passage la désolation, comme l'indique Ibalpiel dans une autre lettre. L'armée élamite, quittant Kouzabat, est allée jusqu'à Kakulatoum. Sur le chemin que l'ennemi a suivi, à droite et à gauche de la route, il y avait 1 millier de gens qui étaient morts, et les ânes étaient plus nombreux que les gens qui étaient tombés. Quant aux lances dont la pointe avait été prise et le manche jeté, c'était indicible. Et une autre lettre montre à quel point cette victoire sur les Élamites avait été décisive dans le cours de la guerre. Le début est cassé, de sorte qu'on ignore quel est l'expéditeur, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je soupçonne Zimriadou d'en être l'auteur. Donc après la lacune initiale, on lit ceci. Maintenant, en fonction de et en fonction de la réflexion de sa grande royauté, du fait que Monseigneur a agi avec astuce et que Monseigneur a fait se révolter contre les Élamites, Ekalatum, Atamroum et tout le pays haut, le pays du Choubartoum, l'Élamite a assurément décroché de la ville de Riritoum.
Il aurait assurément réussi à décrocher, mais ajoutez par-dessus tout que la troupe de Monseigneur était réunie en face de l'Élamite, et l'Élamite n'a pu la combattre et la détruire. Et l'Élamite a réussi à traverser le Tigre à Kakulatum, et il est plein de peur. Le Goutéen, avec 10 000 hommes de troupes, vers le gué de Mankissoum, a remonté le fleuve, et qui sait où il va traverser. Donc la carte permet de comprendre ce que je viens de lire. Je vous ai dit qu'on ne savait pas exactement où était Riritum, mais c'est à l'ouest du Tigre, sans doute non loin de l'embouchure de la Diyala, sur l'Irnina. Et donc, les Élamites remontent le cours du Tigre, qu'ils traversent à Kakulatum, donc ils reviennent en rive gauche, à l'est du Tigre, et les Goutéens, qui sont alliés des Élamites, eux, franchissent le Tigre plus haut, à Mankissoum. L'auteur de la lettre poursuit, non sans flagornerie, envers le roi. Comme Monseigneur avait organisé tout ce qui précède et avait sauvé l'homme de Babylone et son pays, maintenant, Hammurabi et son pays proclament la prééminence de Monseigneur depuis la terre jusqu'au ciel. Mais la suite, vous allez voir, est perfide vis-à-vis du général Ibalpiel. Monseigneur m'a écrit ainsi. Hammurabi est allé au pays des Shnuna. Il a brûlé son grain, fait des incursions dans le pays et il est revenu avec son butin. Donc on voit que, puisque les Élamites ne sont plus un danger immédiat, eh bien, c'est au tour des Babyloniens de traverser le Tigre pour aller dans le pays des Shnuna, qui faisait partie des territoires qui s'étaient soumis aux Élamites. Ibalpiel y est allé aussi, mais il est revenu les mains vides. Voilà ce que Monseigneur m'a écrit. 20 000 hommes de troupes d'Hammurabi, une troupe importante, ont fait des incursions au pays des Shnuna. 2 000 hommes de troupes de Monseigneur et 4 000 hommes de troupes de l'homme de Babylone, avec à leur tête Yassuel, c'étaient ceux qui sont allés avec Ibalpiel pour faire du pillage. Dans tel lieu, qui est à 1 lieue et demie, on tendra une embuscade. Voilà ce qu'Ibalpiel, ton serviteur, a dit. Mais ils n'ont pas été d'accord avec lui. Ensuite, en face de l'expédition du sire d'Élam, qui allait de Kakulatum à Riritum, donc apparemment il y a des troupes qui sont descendues en hâte, la troupe du sire de Babylone a battu en retraite. Ah, si Ibalpiel et Bardiadou ne s'étaient pas divisés en deux, et s'ils n'avaient formé qu'un seul groupe, cette expédition qui est allée contre l'empereur eût été une troupe importante. Les gens d'Ibalpiel se tenaient à 1 demi-lieue de distance du camp. Voilà pourquoi Ibalpiel, ton serviteur, s'est éloigné et est parti. La façon dont le manque de sens tactile d'Ibalpiel est ici souligné fait penser que la lettre a pu être écrite par Zimriadou, on ne prête qu'aux riches. Et la lettre se termine en décrivant comment Hammurabi exploita diplomatiquement sa récente victoire. Autre chose, Hammurabi est allé à Riritum, il est allé contre 2 machines de guerre Hamanu, les messagers larcéens et les messagers des alliés de Monseigneur sont allés avec lui. Il leur a montré l'intérieur de la ville et la muraille et leur a dit « Voyez la ville du Riritum, n'est-ce pas un enclos à bœufs où moi et Zimrilim, mon frère, nous avons barré la route aux Élamites ?» Malheureusement, la suite est cassée. Mais il faut savoir que le roi de Larsa, Rimsin, n'avait pas aidé Hammurabi face à l'invasion élamite, et le roi de Babylone souhaite manifestement montrer à ses messagers que sa neutralité a été une erreur. Zimriadou continua à tenir Zimrilim au courant des opérations. Voici une lettre supplémentaire. « Les troupes de Monseigneur vont bien. En ce jour où je fais porter ma présente tablette à Monseigneur, les troupes de Monseigneur sont sorties du camp de Riritum. On nous a fait camper à Sipar la Grande. Voici ce que j'ai appris par devers moi. L'ennemi, après avoir passé le Tigre, a renoncé à poursuivre ses opérations pour rentrer dans son pays. Et aussi ceci. Il a choisi des troupes régulières et, avec l'empereur, elles remontent le fleuve en direction de Mankissoum. Ces nouvelles que j'ai apprises par devers moi, je les ai déjà écrites à Monseigneur. À présent, on m'a ramené un informateur et il nous a raconté ceci. L'ennemi a remonté le Tigre
en direction de Mankissoum avec le gros de ses forces. Et en outre, j'entends dire partout, il se propose de marcher sur Ekallatum. Voilà ce que l'informateur nous a raconté. J'ai écrit à Monseigneur toutes les nouvelles que j'ai apprises. Donc on voit qu'ici, les bruits sont contradictoires. Selon certains, l'étape à Kakulatum était le début de la retraite des Élamites, mais selon d'autres, c'est le début d'une offensive contre le royaume d'Ekallatum, dont Mankissoum formait alors la frontière méridionale. Et ces dernières rumeurs se révélèrent fausses en réalité. Les Échnounéens, galvanisés par la victoire des coalisés, se révoltèrent contre les Élamites, et du coup, ceux-ci n'ont pas eu d'autre choix que de repartir dans leur pays. Et c'est ce que Zimriadou, encore lui, a pris un peu plus tard à Zimrilim. Quand les Élamites ont quitté Echnouna, l'empereur est arrivé à Diniktoum et Hammurabi a chargé son messager du message suivant auprès du Soukaloum. Tu t'es rendu compte de ce que je t'avais dit et que tu ne m'as pas écouté mes paroles. Je t'avais dit, les Échnounéens ne failliront pas à leur réputation de rebelles. Par contre, dans ce pays-ci, tu pourras constater notre constance. Voilà ce que je t'avais dit. Il a expédié ce message au Soukaloum. Autrement dit, Hammurabi écrit à l'empereur élamite sur l'air du « je te l'avais bien dit », en gros, il lui reproche, après la prise conjointe d'Eshnouna, de ne pas lui avoir fait confiance, d'être entré en guerre avec lui en se reposant sur les Échounéens, ce qui a été une erreur dramatique. La défaite élamite à Riritum suscita un écho considérable et cela va nous permettre de faire la connaissance d'un autre militaire nommé Yamtsum. C'est quelqu'un pour qui j'ai une certaine affection parce que je l'ai fréquenté pendant quelques années alors que je préparais l'édition de sa correspondance parue dans ARM 26.2 en 1988. Alors je ne vais pas dresser son portrait en détail aujourd'hui parce que nous le retrouverons l'année prochaine quand nous étudierons la situation dans la ville d'Ilansoura où il était à la tête de la garnison des soldats mariotes envoyés par Zimrilim chez son allié, le roi Hayasumu. Ilansoura, on ne sait pas exactement où était située cette ville, mais elle n'était pas loin de la ville la plus importante de la région, Shubat-Enlil, qui est aussi connue sous le nom de Cherna. Or, le roi local venait d'être assassiné, mais son vizir, Yanur-Samar, était alors encore en vie. Et la ville de Shubat-Enlil était tenue par une garnison élamite qui avait à sa tête un général nommé Kunnam. À un moment donné, Kunnam a été appelé à la rescousse manifestement par l'empereur élamite et il est parti avec la majorité de ses troupes, laissant la ville à la garde d'un officier nommé Simat Khulurish. Et Yamtsum informa Zimrilim que ce Simat Khulurish ne voulut pas croire à la défaite de son camp. Les messagers élamites qui sont entrés en secret dans la ville de Cherna disent à Simat Khulurish que les Élamites ont fait retraite depuis Riritum et sont repartis vers leur pays, mais Simat Khulurish ne l'a pas cru. Et voici comment Yamtsum décrit la situation plus en détail dans une autre lettre à Zimrilim. Là encore, vous voyez le raccord entre trois beaux fragments. Hayasumu a envoyé ses serviteurs vers la ville de Cherna avec ce message. À qui ouvrirez-vous la ville? Si vous ouvrez la ville à Zimrilim, je veux bien vous envoyer ce que vous désirez. Et Yanur-Samar lui a répondu ceci, je suis enfermé à l'intérieur de la ville et on a les yeux fixés sur moi. Hayasumu a de même envoyé ce message à Simat Khulurish. Simat Khulurish a répondu ceci, je garde la ville pour mon seigneur, donc l'empereur élamite. Je n'ouvrirai la ville à personne. Si le secours de mon seigneur me parvient, je serai sauvé. Sinon, je perdrai la vie en m'opposant à ton entrée. Si une main s'empare de moi, mon Seigneur me pleurera. Donc vous voyez la déclaration « Je me battrai jusqu'à la mort ». Cet homme n'a pas cru que les Élamites ont dû faire retraite depuis la ville de Riritum et sont repartis dans leur pays.
En effet, pas même une caravane ne lui est parvenue. Présentement, il n'y a plus de grain dans la ville, il n'y a de grain que pour 2 mois, et la lettre s'achève ainsi, et nous ne savons pas quel a été le sort final de cette garnison élamite à Shubat-Enlil. Avec Ibalpiel et son meilleur ennemi Zimri Adou, avec Sharum Tsululi, avec Yamtsum, nous avons eu quelques portraits qui sont bien loin de couvrir tous les aspects du métier de militaire, mais ils nous ont appris plusieurs éléments très importants. Il n'y avait précisément pas à cette époque d'armée de métier. Le principe est celui de la conscription. Et cela valait pour les simples soldats, mais aussi, semble-t-il, pour l'encadrement. Les responsables des armées n'étaient pas des militaires de profession. Lors d'opérations ponctuelles, ils recevaient le commandement de troupes avec un certain grade correspondant au nombre de soldats placés sous leurs ordres. Ils étaient assistés par des devins, ce que nous avions déjà vu il y a quelques semaines, et déterminer qui avait accès aux résultats des consultations oraculaires était un sujet sensible. Les conflits armés étaient parfois très violents, entraînant des milliers de morts et suscitant à l'occasion l'émoi même des militaires les plus endurcis. La semaine prochaine, nous dresserons le portrait de quelques chefs nomades avant de revenir dans 2 semaines sur le portrait de Zimri Lim, qui clôturera notre galerie. Je vous remercie de votre attention.